Nous avons la chance et le grand honneur d'interviewer l'une des plus célèbres quiltmakers au monde, Lady Christelle. La grande majorité des kilts, mais aussi gilets, jupes et robes du clan McKinnon sont réalisés par Lady Christelle. Bonjour, depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Ça fait 16 ou 17 ans, à peu près. Pourquoi les kilts? Ah, ça c'est à cause de mon mari. Mon mari est né au Canada, d'une diaspora écossaise. Et les Canadiens sont très partageurs de généalogie. Donc il avait retrouvé des ancêtres écossais. Et moi je lui ai dit, pour rigoler, je vais te faire un kilt. Ça a commencé comme ça. Comment sont-ils créés? C'est de la géométrie. C'est essentiellement de la géométrie, de la couture. Ça dépend des plissages, ça dépend du tartan. C'est un processus pas complexe, mais bon, bien particulier. Et justement, quel tartan pour Aubigny? Alors le paille-band a le Stewart Hunting, donc on l'appelle le tartan d'Aubigny, mais c'est le Stewart Hunting, c'est un vert, je pourrais vous en faire voir. Là je crois. Ouais. Ça c'est celui qu'on appelle le tartan d'Aubigny. Voilà, un Stewart Hunting. Le paille-band, la mairie, ils ont adopté celui-là. D'accord. Et dans quel pays vous vendez vos kilts? Partout. Sauf en Amérique du Sud et très peu en Asie. Mais sinon, partout dans le monde. Partout dans le monde. D'accord, très bien. Et ben, je vous remercie de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, vous êtes sur les fêtes vous-même ou... En tant que professionnel, non, pas du tout. D'accord. J'ai pas le temps. D'accord. Je suis une très mauvaise marchande. Et je préfère... je discute beaucoup avec des gens. Je prends beaucoup de mesures pendant les fêtes. J'ai mon petit carnet où je note tout. Et après, je les recontacte et on se voit... mais avoir un stand, non, c'est pas du tout dans mon caractère. Vous restez dans votre atelier. Oui, donc je profite un peu des fêtes avec le clan McKinnon. Et les gens savent toujours où me trouver de toute façon. Puis les touristes qui viennent, ils vont pas comprendre pourquoi il y a un stand avec des kilts à 700 € et un autre à 30 €. Donc c'est trop compliqué d'expliquer tout le temps. Et puis j'ai la chance d'avoir beaucoup de travail, donc j'ai plus besoin d'avoir un stand. Mais les gens savent où me trouver, ça, de toute façon. D'accord. Eh bien, merci de nous avoir répondu. Nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Porin, président des fêtes franco-écossaises d'Aubigny-sur-Ner. Bonjour Monsieur Porin, depuis quand êtes-vous président? Alors, ça va être la première colle parce que je n'ai pas un souvenir exact. Alors, ça peut être depuis 2016. Ma première édition de fête franco-écossaise en qualité de président était en 2016. Donc ça va faire 9 ans. Quoi. Voilà. Alors, bonjour Monsieur Porin, quel est votre rôle dans cette organisation? Eh bien, je suis le président de l'association, c'est-à-dire que le premier rôle, c'est celui d'endosser la responsabilité de tout ce qui se passe sur le plan juridique, financier, etc. Parce que c'est une association qui brasse un petit peu d'argent. Les fêtes franco-écossaises ont maintenant un budget assez conséquent. Et puis, c'est d'organiser toutes ces fêtes en matière de programmation musicale, de groupe, et de gérer un petit peu tous les bénévoles qui nous aident. Et cela en partenariat avec la mairie. C'est les fêtes franco-écossaises. Les fêtes franco-écossaises sont une coproduction entre la mairie d'Aubigny et l'association des fêtes franco-écossaises. La mairie d'Aubigny prend une part énorme dans tout ce qui est technique et puis matériel. Avec les JO, les fêtes elles changent. Qu'avez-vous prévu? Eh bien, avec les JO, il n'y a pas de fête franco-écossaise. Nous allons simplement mettre en place une petite animation sur une journée et demie
et qui remplacera les fêtes franco-écossaises, mais qui ne s'appelleront pas fêtes franco-écossaises, pour ne pas semer le trouble dans l'idée des participants, puisque ça va être quelque chose de très restreint. Et nous allons avoir une animation qui va commencer le vendredi soir 12 juillet, et qui sera à peu près la même chose que lors des fêtes franco-écossaises traditionnelles, c'est-à-dire une levée des couleurs, un concert gratuit le soir, avec buvette, restauration, etc. Et le samedi, il n'y aura pas ces grands défilés qu'on a d'habitude de paille band, etc. On aura juste 2 paille bands qui vont venir animer un petit peu le marché le samedi matin. Et puis le samedi après-midi, nous aurons encore un nouveau concert dans la cour du château. Et puis ça s'arrêtera là sur les coups de 18-19 heures. Et le soir, les 2 paille bands animeront devant les terrasses de bar dans le centre-ville. Et tout se fera à l'intérieur du château. Alors qu'habituellement, on est habitué de faire ça dans les grands jardins. Là, ça se fera à l'intérieur du château pour des raisons de sécurité. Ce sera plus restreint. Et puis, Moi j'avais une question, est-ce qu'il y aura quand même le traditionnel feu d'artifice comme tous les ans? Le 13 juillet au soir, oui. C'est D'accord. 13 ou 14 d'ailleurs, je ne sais plus, mais c'est peut-être bien le 13 juillet. Je ne sais plus quand c'est, il y a un feu d'artifice. Et ça, le feu d'artifice, ça ne fait pas partie des fêtes franco-écossaises. D'accord. C'est la mairie qui le tire pour célébrer la fête nationale. D'accord. C'est quelque chose qui est séparé des fêtes franco-écossaises. D'accord. Quoi qu'il arrive, on célèbre le 14 juillet. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Nous sommes heureux d'interviewer aujourd'hui l'adjoint à la culture, Monsieur Duval. Bonjour. Alors, cette année 2024, c'est un événement qui est un peu particulier. Ce ne sont pas des fêtes franco-écossaises, mais cette année, nous l'avons appelé le Château d'Estoires en fête. Pourquoi ce changement? Parce que nous ne pouvons pas cette année organiser des fêtes franco-écossaises, dû entre guillemets aux Jeux olympiques, où les forces de l'ordre sont mobilisées pour les JO, et pour organiser les fêtes franco-écossaises, nous avons besoin d'être encadrés par des moyens de sécurité que nous n'aurons pas cette année. Voilà. Donc cette année, nous organisons le château en fête, le Château d'Estoires en fête. C'est organisé par un comité de programmation. Ce comité de programmation est composé bien évidemment de l'association des fêtes franco-écossaises. À l'intérieur, on y retrouve aussi la mairie, Madame le maire. Nous retrouvons les élus. Nous retrouvons à l'intérieur de ce comité le service culturel. Nous retrouvons aussi à l'intérieur de ce comité l'association des fêtes franco-écossaises et Monsieur François Gresset, qui est premier adjoint à la ville d'Aubigny-sur-Mer. Voilà. Donc cette année, ces fêtes, le château en fête va se dérouler à l'intérieur de l'enceinte du château pour essayer de réduire le champ d'action des fêtes franco-écossaises. Je suppose que le jumelage avec Addington n'est pas sans rapport avec l'organisation de cette fête. Oui, bien évidemment. Le jumelage a son importance dans les fêtes franco-écossaises. Alors, pour 2025. Cette année, ce jumelage a aussi son importance, comme tous les ans. Nous avons des liens permanents tout au long de l'année avec la ville d'Addington, ce jumelage. Et comme chaque année, nous allons recevoir cette année, dès vendredi soir, le jour d'ouverture du château, de la fête au château d'Estoires, nous allons recevoir John Macmillan, qui va recevoir les clés de la ville d'Aubigny lors de la levée du drapeau écossais. Donc, redonner les clés de la ville d'Aubigny à M. Macmillan, c'est quoi? C'est tout simplement lui remettre symboliquement les clés de la ville d'Aubigny et donc lui remettre la ville d'Aubigny pour tout le week-end. Voilà. Monsieur Duval, dites-nous comment s'organisent les festivités cette année. Alors, elles s'organisent, comme je vous l'ai dit, à travers ce comité de programmation, avec à l'intérieur toutes les personnes et l'association des fêtes franco-écossaises. En fait, le service culturel de la ville d'Aubigny propose un événement, une durée, etc., propose à ce comité de programmation, et ensuite ce comité statue et décide vers quelle orientation nous devons aller. Si le style de concert proposé convient au comité,
si toutes les animations que le service culturel va proposer, est-ce que cela convient? Si le comité accepte toutes les propositions que nous avons faites, que le service culturel a fait, derrière, c'est effectivement à ce service d'organiser, entre guillemets, les fêtes, mais organiser plutôt logistiquement parlant. Bien évidemment, c'est l'association des fêtes franco-écossaises qui décide avec le comité. Derrière, nous organisons, nous contactons le groupe pour voir si les dates leur conviennent. Nous organisons la logistique, nous organisons avec les services techniques de la mairie le montage de toutes les infrastructures qu'il faut pour pouvoir organiser ces fêtes. Voilà. On aimerait savoir combien de participants s'associent actuellement aux fêtes franco-écossaises et combien il y en aura pour le château en fait cette année. Alors, pour le château d'Estoires en fait cette année, nous aurons environ une cinquantaine de bénévoles. Des bénévoles, ce sont des personnes d'Aubigny, ce sont des personnes du comité de jumelage, ce sont des personnes de la mairie bien évidemment aussi. Et donc c'est toutes ces personnes-là qui vont permettre de faire vivre le week-end de festivités. Donc en fait, les bénévoles vont tenir le service de restauration, vont orienter les personnes vers le concert, vont faire les entrées, etc. Donc cette année, cela représente environ une cinquantaine de bénévoles au minimum. Par contre, pour les fêtes franco-écossaises, donc ça 2025, et les années entre guillemets normales, là le nombre de bénévoles est très largement doublé. Donc on dépasse les 100 voire 150 bénévoles pour pouvoir organiser tout le week-end de festivités, voilà, du festival. Nous vous remercions d'avoir pris votre temps pour nous répondre et bonne fête à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui Lucie Contet, comédienne au sein de la compagnie albinienne des Poupées Russes et co-autrice de L'Oiseau Bleu, un livre inspiré de son adaptation théâtrale. Bonjour Lucie. Bonjour. Comment et en quelle année avez-vous créé les Poupées Russes? Alors les Poupées Russes, c'est une année spéciale pour nous parce que dans quelques mois on va avoir 10 ans. Voilà, au mois de janvier ce sera les 10 ans de la compagnie. C'est une compagnie qui s'est créée tout d'abord sur Paris parce qu'on s'est rencontrés sur Paris mais on n'avait pas vocation à y être. Et puis on est venu s'implanter ici en 2018. Voilà, donc depuis 2018, donc ça fait 6 ans qu'on y développe tout type d'activités tout au long de l'année et sur le territoire et dans toute la France. En fait. Pourquoi ce nom, les Poupées Russes? Quand on a créé cette compagnie avec donc Salomé et Caroline, on s'est découvert une passion commune pour cet objet. Pour cet objet, la poupée russe qui donne envie d'aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'on ouvre, et à l'intérieur, il y en a une, et quand on regarde, elle est aussi légèrement différente. Et on a envie d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller au cœur pour savoir ce qu'il y a à la fin. Et ce qui nous plaît beaucoup dans la poupée russe, c'est aussi cette idée que c'est quelque chose qui est toujours fait à la main, qui est artisanal, sur lequel chacun y choisit ses couleurs et ce qui lui apporte un peu de bonheur. Quoi. Voilà. On sait que vous créez et jouez des pièces de théâtre toute l'année. Que faites-vous pendant les fêtes franco? Alors pour les fêtes franco-écossaises, nous c'est la première année qu'on intervient véritablement sur les fêtes franco-écossaises à Aubigny. Même si elles n'ont pas véritablement lieu cette année, mais disons que dans la proposition qui est du château en fait, puisque la ville nous a demandé des visites théâtralisées de la commune. Alors c'est un concept qui existait déjà, qui a été déjà fait par une autre compagnie, et l'intérêt c'est que on puisse à chaque fois avoir une nouvelle proposition artistique sur cette visite de la ville. Donc la compagnie précédente avait fait un super travail et nous on arrive derrière avec une autre vision, avec notre patte artistique à nous et une autre façon de découvrir la ville. Et comme ça, si vous êtes venu il y a 2 ans, vous pouvez encore revenir cette année parce que finalement on ne dit pas exactement les mêmes choses et on ne traverse pas les mêmes aventures au sein de la ville. Donc nous, tout l'été, on a des visites théâtralisées qui sont prévues et une en particulier. Alors concrètement, quelle est l'activité des Poupées Russes?
Alors tout au long de l'année, on va avoir plusieurs types d'activités qui soient liées au théâtre, à la danse ou encore au cinéma. On a toute une partie de notre action sur le territoire qui va être tout ce qui est médiation, en fait, des médiations artistiques et des médiations culturelles. On va travailler au développement de la pratique artistique, à faire connaître le théâtre, la danse avec des groupes amateurs ou le cinéma, par exemple. Il va y avoir des formations professionnelles qu'on fait avec des entreprises et on peut très bien travailler avec des scolaires et à chaque fois on fera une création dédiée. On sort par exemple d'un travail qu'on a fait avec l'EHPAD de Salbris où on a fait plusieurs ateliers et créé un spectacle qui était basé sur les souvenirs de bal des résidents de l'EHPAD. Donc en fait c'est des créations qu'on va faire tout au long de l'année avec un groupe dédié, un sujet qu'on aura choisi ensemble. Et on va bien sûr travailler sur les outils du comédien, mais aussi sur la confiance et sur l'estime, parce que pour monter sur scène, il faut y aller. Et ça, c'est tout un chemin qu'on fait ensemble, tout au long de l'année, avec plusieurs groupes de personnes. Et puis après, il va y avoir tout ce qui va être les spectacles qu'on va créer nous, en termes de compagnie professionnelle, et qu'on va tourner partout en France. Donc on a plusieurs domaines, parce qu'on n'a pas envie de s'enfermer. Donc on va travailler aussi bien le jeune public avec le spectacle Oiseau Bleu qui parle de la recherche du bonheur ou encore un spectacle de danse Jog Jog qui met en évidence le fait que chacun a sa propre danse et que si on a les bons outils, on peut créer tous ensemble. Et puis on va avoir des écritures comme tout le travail qu'on a fait sur la communauté Hmong avec l'écriture de François Saplécao, qui est toute une histoire sur l'exil et la communauté Hmong qui est implantée à Aubigny. Donc c'est tout un florilège de spectacles en fonction des thèmes qui nous touchent et globalement de la foi qu'on a en l'être humain. Voilà. D'accord, merci. D'accord, très bien. Merci Lucie, merci de nous avoir répondu. Avec plaisir. Et puis on viendra vous voir. J'espère. Avec grand plaisir. J'espère, vraiment. Merci. Merci Lucie. Voilà. Bonjour, nous sommes ravis d'avoir en notre compagnie Richard Thor, le président de l'association Lao Hmong. Lui-même. Depuis combien de temps êtes-vous président de l'association ? Je suis président de l'association depuis 2006 jusqu'à ce jour. Comment et où sont fabriquées vos tenues traditionnelles ? La plupart, c'est fait en Thaïlande ou au Laos. Et nous avons des amis, des proches qui sont là-bas, qui fabriquent et puis nous envoient. On achète par correspondance. Cette année, participez-vous au château en fête ? Non, pas cette année parce que il n'y a pas de défilé, donc on ne participe pas, comme il n'y en a pas à la fête franco-écossaise, donc il n'y a pas de défilé cette année. Sur quel autre événement peut-on vous retrouver ? Il y a 3 exemples. Par exemple, la fête des Nouvel An, fin novembre. Et cette année, on va organiser sur Gien, le 16 novembre, sur Gien. Et après, il y avait le festival. Le festival, ça a été créé en 2015 jusqu'à 2019. Puis depuis, il y a le Covid, et donc on n'a pas pu organiser. Mais j'espère qu'on organisera très prochainement un festival. Puis à part ça, il y a les Nouvel An tout proches d'Aubigny, Bauche, Gien, Orléans. Il y a des rencontres sans arrêt tous les ans. Okay. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Nous avons le grand plaisir d'interviewer Victor Magoutier, musicien au sein du Paille Band d'Aubigny-sur-Ner. Bonjour Victor, merci de nous accueillir aujourd'hui dans ce lieu qui est la salle de répétition du château. Avec plaisir. Est-ce que le Paille Band a été créé pour les fêtes franco-écossaises ? Alors, le Paille Band, il n'a pas été particulièrement créé pour les fêtes, parce qu'au début, quand les fêtes ont été créées, il n'y avait pas le Paille Band. Enfin,
Avant que les fêtes soient créées, il n'y avait pas de paille-bande, donc un paille-bande a été créé, et après, du coup, les fêtes sont venues se rajouter après. D'accord. En quelle année le groupe a-t-il été créé? Alors le groupe il a été créé dans les années 90, je ne saurais pas exactement donner la date, mais aux alentours doit être 90-95. Faites-vous d'autres représentations que cette fête? Oui, on sort pas mal aux alentours, que ça reste principalement dans la région, même des fois un peu plus loin. Et oui, on sort quelques fois, 1 à 2 fois par mois. Qu'avez-vous prévu pour le château d'Estoires en fait? Alors pour ce week-end qui va avoir dans 15 jours, alors ça va se dérouler sur 2 jours cette année et on sera 2 paille-bandes, donc il y aura nous, le paille-bande Taubigny et le paille-bande de Genève qui est un paille-bande suisse qui veut venir. Et il y aura aussi le soir quelques concerts, donc un dans la cour du château il me semble, et puis un autre il me semble le lendemain. Puis voilà. Eh ben, merci beaucoup Victor de nous avoir reçus pour cette interview. Et puis bonne soirée. Merci à vous aussi. Victor, une autre question imprévue. À partir de quel âge on peut intégrer le paille-bande? Alors nous côté cornemuse, même que ce soit côté cornemuse ou casse-claire, on va commencer à donner des cours à partir de l'âge de 7 ans. Donc, et puis après, dès que la personne est prête à jouer avec le groupe, ça peut être, faut bien compter 4-5 ans avant de bien pouvoir maîtriser l'instrument minimum. Et après ça, la personne peut venir jouer avec nous. D'accord. Puis après, même si c'est des personnes qui ont 20, 30, 40 ans, donc on leur donne quand même des cours pour ceux qui veulent apprendre. Et puis après, ils intègrent le paille-bande aussi. Ah, ça c'est bien. Vous êtes combien dans le groupe là? Dans le groupe, là, actuellement, on est une quinzaine. Il y a environ 11, il y a 11 cornemuses, on a une grosse caisse et 3 caisses claires. D'accord. Merci beaucoup Victor pour ces questions un peu. Aussi. Bonne répète.